Madame, monsieur, bonsoir. Très heureux de vous retrouver une fois de plus sur Vox Africa pour ce nouveau rendez-vous, l'intelligence du monde. Dans ce rendez-vous, nous allons parler du monde tel que vous le connaissez et surtout aussi du monde tel que vous ne le voyez pas au quotidien. Et pour cette première édition, nous allons nous intéresser, comme par hasard, à la toute première puissance du monde. Il s'agit des États-Unis d'Amérique. Nous allons parler des États-Unis sur un prisme économique, mais aussi sur un prisme historique. Nous allons nous intéresser à ceux-là qui font les États-Unis ou à ceux-là qui ont fait les États-Unis dans les différents bords. Voilà le décor de cette émission. Et pour en parler, comme c'est le cas à chaque fois, nous avons des invités. Et je vais commencer par un confrère, Idriss Lynch, qui nous vient de l'agence Ecofin. Idriss, bonsoir. Bonsoir, Jules. Merci de nous renouveler vos confiances en revenant sur le plateau de Vox Africa. À l'époque, cette émission s'appelait Vox Live. Et pour cette nouvelle saison, on est en train de parler de l'intelligence du monde. Et je veux dire, la suggestion nous est venue de plusieurs de nos téléspectateurs qui ont estimé que le titre Vox Live ne cadrait plus vraiment avec le contenu de l'émission. Un commentaire ? Attends, je note juste que les téléspectateurs pensent que ceux qui passaient à l'émission Vox Live sont des personnes intelligentes. J'en suis tout honoré. Je ne pensais pas que j'étais aussi intelligent, donc merci à tous ceux qui nous regardent et j'espère être à la hauteur du qualificatif qu'ils m'ont attribué aussi en partie. Surtout que je me sens un peu timide d'être à côté d'un autre de vos invités que vous allez introduire, et dont j'ai lu les livres depuis que je suis tout petit. Donc, ça va être très difficile. On va le découvrir tout à l'heure, cet invité. Alors, à côté de vous, j'accueille notre consultant permanent dans cette émission de l'intelligence du monde, Dr Maurice Simodium, qui est chercheur en intelligence économique, et pas que. Bonsoir, Dr Simodium. Bonsoir, Jules. Bienvenue dans cette nouvelle saison. Alors, racontez-nous un peu l'histoire brièvement de l'intelligence économique. Je dois dire... en guise d'honnêteté intellectuelle, que vous êtes l'un des grands contributeurs dans la production de ces différentes émissions. Voilà, nous avons commencé avec une émission qui avait comme nom Vox Live, dont nous avons hérité d'une émission de débat sur les sujets d'actualité. Malheureusement, par la suite, nous nous sommes orientés vers l'actualité froide, dans des sujets de profondeur avec des réflexions qui ont un versant historique, versant d'actualité, mais qui avait également une intention de prospective qui nous amenait à envisager les différents scénarios du monde. Donc on était sorti de l'actualité chaude. Du coup, il y avait donc cette nécessité de nous arrimer non seulement aux critiques de tous nos téléspectateurs qui nous suivent de façon fidèle, mais également à la profondeur qui se voulait le dada de nos débats. Donc, l'intelligence du monde, c'est un espace qui nous permettra de convoquer des regards pluridisciplinaires. La géopolitique, la géoéconomie, la stratégie, la prospective, l'intelligence économique, l'intelligence stratégique. Tout cela pour comprendre le monde parce que... Dans lequel on vit. Oui, dans lequel on vit. Parce que nous sommes dans un monde de guerre économique et pour comprendre le monde, il est nécessaire de savoir quels sont les enjeux qui structurent les relations entre les différents acteurs de la mondialisation. Donc pour cette rentrée des programmes, nous avons une nouvelle série, l'autre versant du des décor. Grandes puissances. Voilà, l'autre versant du décor. Il s'agit de scruter le parcours des grandes puissances économiques et industrielles du monde entier, de raconter, de célébrer, parce que ces puissances ont effectivement accompli des prouesses, des épopées. Donc il s'agit de célébrer tout cela, mais également de nous arrêter sur ce qui n'est pas souvent souligné. Ce qui n'est pas souvent mis en exergue. Et dans le cadre de cette émission, nous allons nous intéresser aux Africains-Américains, puisqu'on parle des États-Unis, puisque c'est quelque chose qu'on ne met pas souvent en exergue. Si oui, vous parlez peut-être de sport et de musique. Et on verra très bien dans cette émission que ce n'est pas seulement dans ces domaines-là que les Africains-Américains brillent aux États-Unis. Alors j'accueille celui qu'on a voulu présenter avant moi, c'est le professeur Jean-Emmanuel Pondy. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Très honoré de vous recevoir encore à nouveau sur le plateau de Vox Africa. Alors, quand vous voyez une émission comme celle-ci, puisque c'est la première, il faut qu'on en parle un peu, qui a pour but de sortir des débats d'actualité, de sortir des débats, j'ai envie de dire, polémiques tous les jours, pour en fait permettre aux Africains de comprendre le monde dans lequel ils vivent et comment est-ce qu'ils peuvent réagir à ça, qu'est-ce que cela vous inspire?
Je crois que nous sommes au cœur même de la problématique du progrès. Parce que pour moi, la connaissance et le savoir sont l'investissement qu'on ne peut pas éviter si on veut vraiment avancer. Il me semble que trop souvent en Afrique, nous croyons pouvoir faire l'impasse sur cela, mais ça nous rattrape toujours. Parce que quand vous regardez les investissements des autres nations qui ont rapidement progressé, le secteur dans lequel ils investissent avec beaucoup d'insistance, c'est celui du savoir et de la connaissance. Et c'est ce qui explique justement les résultats qu'ils obtiennent. On dit souvent, à mon avis à tort, on dit voilà, la Corée du Sud et le Cameroun, c'est un exemple, et on peut prendre un autre pays africain comme la Côte d'Ivoire, etc., étaient au même niveau de développement, même que les pays africains supposément étaient devant eux il y a 40 ans. Et aujourd'hui, évidemment, la Corée est parmi les 20 premières économies du monde, et pas nous. Moi, je dis que c'est faux. Quand on dit qu'ils étaient au même degré de développement, c'est faux. Pourquoi? Parce que le socle civilisationnel, le socle technologique qui était celui de la Corée n'était pas celui de l'Afrique, ni celui du Cameroun. Donc, on ne parle pas de la même chose. Même si les chiffres sont trompeurs, en réalité, la capacité de régénérescence d'un pays comme la Corée, dès qu'il arrive, lui permettent de faire le saut qualitatif. Parce qu'il est sur son socle civilisationnel, culturel et conceptuel. Alors, tous ceux qui travaillent là-bas le font pour améliorer l'existant du local. Alors que chez nous, nous travaillons davantage pour faire plaisir à ceux qui sont hors de chez nous. Nous travaillons davantage pour remplir des quotas qui sont fixés pas par nous. Donc je crois qu'il y a là une nécessité justement de se focaliser sur le savoir, mais pas n'importe quel savoir. Un savoir qui est amené à solutionner les problèmes qui sont les nôtres. On ne voit pas le monde de la même manière à Kuala Lumpur qu'à Yaoundé ou qu'à Johannesburg ou à Chicago. Donc c'est faux de dire que, parce que nous sommes soi-disant dans un monde globalisé, ça encore ce sont vraiment des fois des ritournelles qu'on nous assène, on doit voir aborder les choses de la même façon. Il faudrait qu'on puisse avoir un regard africain sur l'actualité internationale. Exactement. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir notre dernier invité pour cette première partie d'émission. C'est le docteur Lisa Aubrey qui nous vient de l'Arizona State University aux États-Unis, qui, elle, est africaine-américaine, et ça nous fait plaisir de l'avoir sur le plateau, de passage au Cameroun. Docteur, bonsoir. Enchantée. Voilà. Je vais préciser aux téléspectateurs que vous serez amené tantôt à parler un peu en français, mais beaucoup plus en anglais, qui est votre langue de prédilection, et naturellement, ce sera transcrit pour nos téléspectateurs, puisque nous sommes sur le signal francophone de Vox Africa. Alors, j'ai envie de m'arrêter avec vous, parce que j'ai découvert, en préparant cette émission, que c'est à vous qu'on doit Bimbia, dans le sud-ouest du Cameroun, qui était l'un des points de départ des différents bateaux transportant les esclaves vers les États-Unis. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire? Comment est-ce que vous en êtes arrivé à tous les grands sites, mais on n'a jamais parlé de Bimbia? Thank you very much. It's an absolute honor to be Merci here. beaucoup, c'est un honneur pour moi d'être parmi vous. Il y a tellement de choses que j'aimerais partager avec vous, dont la plupart concernent la ville de Bimbia. Much of which actually comes back to Bimbia. Et aussi le martyre que nous avons subi en tant qu'Africains dans le monde. J'espère que nous aurons aussi l'opportunité de parler de l'équipe nationale du football américain au sujet du Tech in the Knee. As an African people across the world. I hope we get a chance tonight to talk about the National Football League. Tout le monde en parle d'ailleurs. Nous nous agenouillons lorsque l'hymne national des États-Unis est joué pour protester contre les violences faites aux Africains vivant aux États-Unis. When the U.S. national anthem is played as a protest against the genocide against us. Je vis au Cameroun depuis 3 ans. J'enseigne dans le département d'histoire de l'université de Yaoundé 1 et vous pourriez à peine aller sur votre compte Facebook
et voir un jour où un Afro-Américain n'a pas été tué par la police. Donc nous nous agenouillons pour protester contre les différents types de violences faites aux Africains vivant aux États-Unis. We take the knee to protest the different kinds of violences against people of African descent in the U.S. Les violences ne sont pas nouvelles. Ce qui est nouveau, c'est que nous avons tous ces médias qui peuvent maintenant exposer au monde ce que nous avons souffert aux États-Unis. Nous avons commencé à voir des endroits comme Bimbia. In the U.S., it's not new. It actually began at places like Bimbia. The white supremacists. Les suprémacistes croyaient que les Africains sont jetables, que les Africains ne sont pas des gens. Si nous revenons à des philosophes comme Hugo, nous verrons que c'est l'accord depuis longtemps que les Africains n'ont rien apporté au monde et que nous n'avons aucun droit d'exister. Mais on va parler de tout ça, si vous permettez, dans l'émission. On aura l'occasion justement de revenir sur tout cet apport, sur tout cet héritage apporté justement par les afro-descendants à l'humanité. Mais dans cette première partie, je vais pour planter le décor, qu'on revienne un peu sur cette hyperpuissance. Donc, je propose qu'on regarde rapidement une vidéo qui nous situe un peu sur l'hyperpuissance américaine et nous revenons sur le plateau pour commenter cela. À tout de suite. Après l'effondrement de l'URSS, les États-Unis deviennent une hyperpuissance. Et ils sont la seule hyperpuissance. Et leur suprématie s'exerce dans tous les domaines, militairement, économiquement, diplomatiquement, culturellement. Donc, c'est le moment où les États-Unis ont la plus forte influence dans le monde. Et cette influence va s'exercer, cette hégémonie va s'exercer par un mélange de soft et de hard power. C'est ce que nous allons voir. Cette carte fait apparaître la puissance militaire des États-Unis dans la dernière décennie du XXe siècle. Que voit-on? Eh bien, tout d'abord, l'importance des alliés des États-Unis, que l'on voit en vert ici, qui sont relativement nombreux, plus les pays appartenant à l'OTAN que l'on voit en bleu, et surtout l'importance des flottes militaires américaines qui sillonnent tous les océans et des différentes bases que les États-Unis ont placées au Moyen-Orient, ont placées dans les Caraïbes, ont placées en Asie, et donc tout le monde entier est concerné par la puissance militaire des États-Unis. Il y a aussi des zones d'intervention, les deux guerres d'Irak et d'Afghanistan. Il y a des interventions en Colombie, par exemple, contre la drogue, aux Philippines contre le terrorisme. Et donc, les États-Unis sont les gendarmes du monde et interviennent sur tous les fronts. De retour sur le plateau de l'intelligence du monde, on vient de voir très brièvement, docteur Simojom, cette vidéo qui nous montre la toute-puissance des États-Unis, en fait. Et pour terminer sur la même phrase que la dame, les États-Unis sont aujourd'hui les gendarmes du monde, ou bien en tout cas l'ont été pendant très longtemps. Alors comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Comment est-ce qu'on en arrive à cette construction de l'hyperpuissance américaine? Donc très rapidement, en guise d'historique pour planter le décor, comme nous avons souvent l'habitude de relever quelques faits historiques pour montrer le parcours qui a été accompli. On a parlé à un moment donné, en tant que chercheur en géoéconomie, je m'intéresse au progrès, à la prospérité et à la notion de miracle économique. On a effectivement à un moment donné parlé du miracle économique américain, qui est l'extension du miracle économique anglais, parce que la nouvelle terre a été découverte à la fin du XVe siècle, et officiellement parce que des Chinois l'avaient déjà découvert avant Christophe Colomb. Et immédiatement, des conquistadors espagnols y sont allés, des Portugais y sont allés, des Français y sont allés, mais c'est les Anglais qui ont importé un certain rapport au monde et à l'environnement. Les Anglais y ont exporté notamment les pères pèlerins, parce que c'est les pères pèlerins, ils étaient 35, et au cours d'un voyage, ils ont
écrit la première table des lois qui a structuré le miracle anglais, américain jusqu'à aujourd'hui, qui est le Mayflower Compact. C'est un texte dans lequel le premier idéal du miracle américain est posé et stipulé et souligné, la liberté. Nous ferons des choses par nous-mêmes. Donc c'est des pères pèlerins. Ils quittent l'Angleterre où la dictature théocratique de Jacques Ier ne leur laisse aucun choix. Donc quand ils partent de là, ils veulent partir en Virginie, mais finalement c'est dans le Massachusetts qu'ils atterrissent. Et ils implantent donc le décor d'un miracle qui va prendre 2 siècles à se réaliser. Donc à la fin, donc c'était en 1620. Donc 2 siècles plus tard, on parle déjà du miracle américain parce que les Anglais sont venus avec un esprit de la compétition, avec l'esprit du risque, la prise du risque, contrairement aux conquistadors espagnols qui, eux, étaient dans l'esprit de la rente, l'esprit des rentiers, des seigneurs de la féodalité. Donc c'est les Anglais vraiment qui importent le secret du miracle économique anglais et qui transforment la nouvelle terre au prix, nous le verrons, au prix de nombreuses formes de violence. Ça c'est clair. Mais au moins il y avait quand même un idéal de risque de prise, de risque de travail, une volonté de transformer le monde, de prendre son destin en main, ce qui n'avait pas été le cas en Europe pendant près de 1000 ans. Donc ce que nous avons aujourd'hui, c'est le prolongement de cette volonté des Anglais qui ont pris, qui se sont installés dans un espace et qui ont décidé de le transformer. De le transformer. Et nous avons donc les descendants, tout ce que nous avons aujourd'hui, c'est les descendants des pères pèlerins qui continuent de dire c'est nous qui allons transformer le monde, c'est nous qui allons gouverner le monde, c'est nous qui allons tout faire. Donc, au fur et à mesure que le temps passait, cette table des lois, et le Mayflower Compact, était rendue par diverses générations en plusieurs manières. On a eu par exemple la destinée manifeste d'un journaliste au 19e siècle et très récemment on a également eu la doctrine Wolfowitz. Tous ces documents avec la déclaration d'indépendance et tout ça, c'était toujours la vision de rendre le pouvoir à l'individu, de le rendre fort, de le rendre à même de transformer le monde, de soumettre le monde et puis de dominer et de conquérir les autres parties du monde. Alors, professeur Jean-Emmanuel Pondy, on l'a bien suivi au début et dans les explications de Maurice Simodium, et on peut le constater aujourd'hui, les Américains, de manière, j'ai envie de dire presque naturelle, se considèrent comme les maîtres du monde. Et quand on voit ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis avec aussi l'élection de Donald Trump qui dit « Make America Great Again », ça veut dire qu'il y a toujours cette logique de dire les Américains ne peuvent être que devant tout le monde. Alors, comment est-ce qu'on comprend ça dans ce monde beaucoup plus contemporain? Le fait que les Américains d'aujourd'hui ou de 1776 se considèrent comme la meilleure nation, la plus grande nation que Dieu ait jamais créée sur Terre, fait partie du mythe créateur. C'est normal. Et pour aller de l'avant, il faut avoir un mythe sur lequel vous fondez vos valeurs. L'Amérique, qui a très bien été retracée par le docteur Simo, ça vraiment très bien, sous plusieurs aspects, a quelque chose de particulier qui la distingue peut-être de l'Europe, dont elle est en réalité issue, quelque part. Eh bien, c'est que c'est une pensée. Et vous allez voir que n'arrive aux États-Unis, en fait, qu'un groupe de gens, et ils vont vouloir refaire ce qu'ils ont à peu près raté en Europe. En disant que si nous avons pu traverser la mer, en particulier l'océan, c'est que quelque part nous sommes choisis. La théorie du peuple choisi, parce que c'est ça aussi. Ils arrivent là, ils sont pauvres. Ce sont surtout les Irlandais qui vont créer le Massachusetts et ce qu'on appelle la Nouvelle-Angleterre. En fait, c'est des gens pauvres. Ils se disent, nous allons nous refaire une fortune ici. Tout ce que nous avons pu rater dans la vieille terre d'Europe, nous allons nous reconstituer ici en meilleur. Nous allons créer un monde, un pays tel que le monde ne l'a jamais vu. Donc c'est ça qui galvanise. Et donc ils vont s'appuyer sur la pensée. Et maintenant, quand vous arrivez à la création des États-Unis d'Amérique, qu'est-ce que vous allez voir? Ils vont détruire ce qu'ils vont trouver. C'est le cas des Indiens, qui sont les vrais Native Americans, c'est-à-dire les seuls qui sont les autochtones des États-Unis. Ils les ont détruits.
C'est-à-dire qu'ils les ont mis aujourd'hui dans des réserves. Vous avez des Sioux, vous avez les Apaches, vous avez tout ce monde-là, les Cheyennes. Ils sont dans des réserves. On leur a donné de l'alcool là-bas pour qu'ils n'en sortent pas. Mais en dehors de ça, ils ont pensé un système. Et ce système est pensé à contrario de celui qu'ils ont laissé. La Constitution américaine est une constitution qui a été d'abord discutée. C'est ça la différence. Elle a été discutée par un ensemble de penseurs, que sont James Madison, George Washington, j'ai dit Madison, Washington, ils sont comme ça une dizaine. Et quand vous lisez cela, ça s'appelle... C'est les Federalist Papers qui disent que la liberté est un droit. Et la poursuite du bonheur est un droit américain. Vous n'allez trouver ça nulle part ailleurs. Et maintenant, ils vont mettre un système où vous pouvez partir de rien pour arriver au sommet dans l'espace d'une vie. Ailleurs, ce n'est pas possible, puisque l'Europe est stratifiée, elle est compartimentalisée, et vous devez appartenir à des groupes sociaux pour pouvoir gouverner ou pas. Pour qu'on se comprenne bien, c'est ça qui caractérise ce qu'on appelle de manière, j'ai envie de dire prosaïque, le rêve américain. Le rêve américain. Voudrait qu'on aille aux États-Unis pour réaliser son rêve, pour voilà. réussir, parce que là-bas, c'est le lieu où plus qu'ailleurs, on peut réussir en une vie de passer de clochard à multimillionnaire. Surtout quand vous êtes blanc et quand vous êtes en anglais WASP. WASP, White Anglo-Saxon Protestant. Parce qu'il faut qu'on soit quand même honnête. Si vous êtes latino, surtout au début, c'était un peu plus difficile. Si vous êtes blanc, noir, c'est encore plus difficile. Mais, Africain descendant, on évite les expressions blanc-noir parce que nous, on ne les partage pas du tout. Mais en tout cas, si vous êtes WASP, c'est plus facile. Mais ce qu'il faut reconnaître aux États-Unis, c'est qu'ils ont effectivement démocratisé l'acquisition de ces valeurs-là. C'est-à-dire que chacun se dit, en travaillant bien, je peux changer ma situation. Et les États-Unis, il faut toujours le rappeler, n'étaient pas une grande puissance. Pas du tout. C'est-à-dire que depuis la création des États-Unis, c'est-à-dire le 4 juillet 1776, par un acte unilatéral d'indépendance, c'est-à-dire qu'ils se sont autoproclamés indépendants, eh bien, depuis cette date-là, jusqu'aux années 1945, les États-Unis n'étaient pas une grande puissance. C'est les deux guerres qui les ont graduellement rendus de plus en plus puissants. La puissance... il y avait bien sûr, avant il y avait les puissances ibériques dont il a parlé, c'est-à-dire le Portugal et l'Espagne, mais après, ceux qui ont pris le relais, c'était bien sûr la Grande-Bretagne. L'empire sur lequel le soleil ne se couchait jamais. Et ce n'est qu'à partir de 1947 que les Britanniques font un appel au secours aux États-Unis devant la crainte que la Grèce ne bascule dans le communisme. C'est là que les États-Unis arrivent politiquement et idéologiquement en Europe. Et avec, bien sûr, le plan Marshall du 5 juin 1947, et c'est là donc que la puissance américaine va se révéler. Mais elle s'est accumulée justement par les armes, par le fait que le territoire américain n'ayant été jamais attaqué, lui, il a pu se construire. Les plus grandes infrastructures américaines aujourd'hui ont été construites pendant la Deuxième Guerre mondiale. Quand vous prenez la Route 66, l'autoroute qui part de New York en Californie à Los Angeles, 6000 kilomètres, ça a été construit pendant ce temps. Tous les ponts et tout ça, ça a été construit. Donc c'est cet argent qui a en fait renforcé la puissance américaine. Mais elle est basée sur la technologie, sur la science et sur une valeur, celle du surpassement de soi et de la certitude que l'Amérique est la plus grande nation. Ça se construit. Voilà. J'ai envie d'écouter le docteur Lisa Aubray sur la question. Quand vous écoutez, vous qui êtes américaine aujourd'hui, bien que descendante d'Afrique, quand vous écoutez la construction de ces États-Unis, qui est votre pays aujourd'hui, qui s'est faite sur la violence, qui à la limite est devenue une puissance parce qu'il y a eu des guerres et a profité, a su se servir de la guerre, qu'est-ce que cela vous inspire à vous? Je voudrais répondre et relier à nouveau ceci à l'Afrique. L'origine de l'Afrique. Merci pour les explications sur l'histoire des États-Unis. Et c'est très intéressant comment l'histoire des États-Unis peut être enseignée en dehors des États-Unis. And it's very interesting to hear how the history of the U.S. may be taught
outside of the U.S. Much of what we Aux États-Unis, depuis le temps de transit depuis 1619, il y avait des Africains qui étaient des aventuriers, des commerçants qui naviguaient sur leurs navires et selon le livre de Soudanma, ils sont venus bien avant Columbus. who were adventurers, who were commercial people, who were sailing their ships. If you read Ivan van Sertima, they came before Columbus. I mean, Lorsqu'on parle de la création des États-Unis, nous devons savoir que l'endroit que nous appelons les États-Unis a été peuplé par un groupe d'indigènes d'Amérique. Vous savez, Columbus n'est pas venu et a découvert quelque chose qui n'était pas habité. Donc, la célébration du jour de Colombe n'a pas sa place. And it was just the so-called Columbus Day, I believe yesterday or so, and you know, so many people agree that he was a liar. D'ailleurs, bon nombre de personnes sont d'accord qu'il était un menteur, qu'il a été expulsé de l'endroit, il a été renvoyé en Espagne et qu'il a utilisé la violence à travers les États-Unis et de nombreux endroits dans les Caraïbes. Exploiter, and he used violence across the U.S. and many places in the Caribbean, you know, as well. When we talk about the Constitution, as we Quand nous parlons de la Constitution, comme nous l'avons dit plus tôt, bien que les Européens se soient démenés pour l'Afrique ou le continent était divisé entre ces arrogants pays, pensaient que l'Afrique était un territoire à prendre. Arrogant, you know, European countries and Leopold of Belgium, who thought that Africa is just there for their taking. Et vous constaterez que l'histoire de l'Amérique est similaire à celle de l'Afrique. Nous pourrons même parler de la Constitution des États-Unis et vous verrez selon la Constitution à l'époque que les Africains n'étaient pas considérés. Et vous verrez aussi que les Africains faisaient 3/5 de la population des États-Unis à l'époque. Et dans plusieurs États, la population africaine était plus grande que celle des Blancs. C'est donc pour cela qu'ils ont inclus les Africains dans la Constitution, parce que ce sont les Africains qui ont construit les États-Unis. Africans who built the U.S. were included in the Constitution. Oui, mais j'ai envie de vous relancer sur la question. Est-ce que ça n'a pas beaucoup évolué? Parce que vu de l'extérieur des États-Unis, avec l'accession d'Obama à la présidence des États-Unis, on s'est dit c'est un vieux débat. Le débat qui voudrait qu'il y ait une distinction entre les Afro-Américains et les autres est aujourd'hui dépassé. Si les États-Unis ont pu élire un président d'origine africaine, tout le monde pensait que ça avait changé totalement. Mais vous nous dites que non. Je pense que c'est très important et ça nous renvoie au conflit qu'il y a actuellement en Afrique ainsi que le désir des Afro-Américains de rentrer aux sources et de connaître leurs racines. Feeling and the desire that many African Americans have had to come back to our roots. Ce dont nous parlons maintenant, c'est de la base de ces contrats sociaux. Et j'aimerais qu'on sache que les Africains descendants n'ont pas la même protection que les Blancs aux États-Unis. Ils ne sont pas traités de la même manière. Those people born in the U.S. and the state feel, and what bears out, I believe, in empirical evidence is that il y a une certaine discrimination qui, ma foi, est le cœur de certains conflits aux États-Unis aujourd'hui. Sinon, nous ne serions pas les victimes de certaines violences. African descent have with the state. We don't have the same kind of protection. Otherwise, we would not be the victims of so many violences. On aura l'occasion de revenir. Je voudrais donner la parole aussi à Ingrid Lynch sur la question, mais qu'on revienne un peu de manière beaucoup plus actuelle, parce qu'on parle de cette hyperpuissance américaine, mais on oublie souvent de reconnaître que cette hyperpuissance présente quand même des failles. Ce n'est pas, c'est pas le paradis aux États-Unis. On voit bien que les inégalités sont criard. On voit aussi qu'il y a une très forte pauvreté, il y a un fort taux d'endettement. Alors, que représentent les États-Unis aujourd'hui sur la scène internationale? Est-ce encore l'hyperpuissance quand on voit qu'il y a des théories qui se développent pour parler plutôt d'une multipolarité du monde? Non,
Jules, parler des États-Unis, c'est un vrai cas d'école. J'aimerais bien lire un jour le livre du professeur Pondy. J'espère qu'il écrira dessus. Mais j'ai vu un film, je vais répondre à ta question, mais j'ai vu un film très intéressant qu'on appelle The Dictator. C'est un film assez malin qui fustige un peu cette dictature qu'on reproche aux pays arabes, alors qu'en fait, on réalise bien qu'aux États-Unis, il y a un type de forme de dictature. Par exemple, l'opinion publique est manipulée par un groupe de 2 ou 3 médias. On vous convainc qu'il n'y a qu'une seule manière de penser, dans ce genre de choses, quoi. Donc, c'est ça l'Amérique. Je veux dire, c'est toujours très intéressant d'être avec une afro-américaine et de se dire, peut-être que s'il n'y avait pas eu l'esclavage, elle serait ma tante ou peut-être mon épouse, je ne sais pas, mais bref, peut-être qu'elle serait ici avec nous. Mais c'est ça l'Amérique, en réalité. Je veux dire, construite par les Noirs et aujourd'hui rachetée par des Chinois. Je veux dire, c'est... Construite par des Africains. Construite par... Enfin, peut-être pas les... Voilà. Construite par les Afros, enfin, les Afros de l'époque, voilà. Mais aujourd'hui, elle est en train d'être rachetée par des Chinois. Quand vous allez aux États-Unis, les Chinois rachètent la dette, ils rachètent tout, ils rachètent... Donc, je crois que cette contradiction, je crois que cette force des idées qu'a évoqué le professeur permet aujourd'hui de recentrer cette hyperpuissance des États-Unis. C'est un pays qui a été pensé par des personnes. J'ai lu un livre que je n'aime pas ici, comme je n'aime pas citer en général, peut-être que vous l'avez lu aussi, Les Maîtres du Monde, où on vous démontre qu'en réalité, la grande franc-maçonnerie européenne, c'est-à-dire quand on dit les francs-maçons, c'est pas la secte d'aujourd'hui. Quand on dit les francs-maçons, on parle des bâtisseurs bavarois qui avaient pensé le monde, qui avaient pensé qu'on pouvait partir du statut de tailleur des pierres à constructeur des nations. Ils ont construit la Grande-Bretagne, ils ont fait face au conservatisme. Et quand ils se sont rendus compte que ça ne les arrangeait plus, ils ont créé d'autres mouvements. Le protestantisme en fait partie. Ils sont allés étendre cela aux États-Unis, où ils avaient la toute-puissance de pouvoir se déployer. Et par la suite, ils avaient besoin d'instruments, ils avaient besoin de la force de travail. C'est comme ça qu'on est venu prendre des afros, on les a emmenés là-bas. Ça leur permettait d'avoir un coût de travail très bas, des marges très importantes. Il y a toute une histoire qu'on peut raconter. Mais aujourd'hui, cette capacité qu'a l'Amérique de faire face à ces contradictions fait d'elle ces nations les plus fortes. Aujourd'hui, on a vu des personnes de race blanche aller voter pour un Afro-Américain qui est Barack Obama. Je veux dire, après, il faut se demander qu'est-ce qui leur arrive dans leur tête quand ils décident cela. Et là, je vois une Afro-Américaine qui dit « J'aurais pas préféré de 45, mais j'aurais plutôt préféré Hillary Clinton », qui est quand même blanche et qui est une blanche élitiste. Voilà. Donc, du coup, je pense que la grande contradiction américaine fait sa force. Mais la plus grande force des États-Unis, c'est sa capacité à affronter ces contradictions. Voilà. De pouvoir les utiliser quand elle en a besoin et avancer sur des problèmes qui sont... Alors, le docteur Lisa Aubray voulait réagir, mais avant, j'aimerais quand même qu'on fasse une petite parenthèse, parce que je vois que vous avez du mal à vous départir du terme noir, blanc, blanche pour caractériser les autres. Et je crois que le docteur Lisa Aubray peut nous inspirer aussi sur la question, parce qu'il y a eu tout un débat aux États-Unis où les afro-descendants avaient décidé, et ne voulaient plus être appelés des noirs américains, mais plutôt des afro-américains. Est-ce que vous pouvez nous situer un peu ce qui a justifié ce changement de dénomination qui a été très important dans la lutte pour la liberté des afro-descendants aux États-Unis? Ok, merci. Il y a tellement à dire. Premièrement, nous devons savoir que le président Obama est un Africain descendant et nous étions impressionnés de savoir qu'il soit devenu le président des États-Unis. Et pour bon nombre d'entre nous, nous étions très loin d'imaginer que cela arriverait un jour. Never thought we would see this in our lifetime. Nous avons aussi compris, et d'ailleurs nous en sommes frustrés par rapport à cela, que lorsqu'on vous donne le pouvoir, vous n'avez vraiment pas libre cours. That if you are in that position of power, you don't have a lot of wiggle room.
C'est une institution qui a été créée pour fonctionner d'une certaine façon. C'est un État de suprémacistes blancs dont il était seulement le chef du gouvernement et ne pouvait ni changer l'institution, ni améliorer la situation de l'Afrique et des Africains. Et c'est très intéressant. Un collègue à moi a fait un rapprochement avec John F. Kennedy, qui était un président de religion catholique, mais qui ne pouvait pas s'adresser aux Américains de religion catholique que lui. C'est comme si vous êtes noir et décidez de ne plus faire partie des Noirs. You are black and you have to go out of your way to show that you will not be partisan to black people. I'm happy to say the constituency for Africa. Je suis contente de vous faire savoir que je fais partie d'une organisation qui a proposé au président Obama d'organiser un sommet pour les présidents d'Afrique. Le sommet que vous avez vu dernièrement est le fruit de ce que nous faisons aux États-Unis. So that summit that you saw comes from the work that we do in the U.S. In President Obama's own hand, le président Obama lui-même nous a écrit de ses propres mains, nous a proposé de ne pas seulement se concentrer sur l'Afrique, mais aussi sur les problèmes des Afro-Américains et de tous les Africains dans le monde. On issues that will be perceived solely black. They have to be issues that will be seen as American. We are still trying to figure out who we are. Nous voulons améliorer la situation des Afro-Américains. Des noms tels que personnes de couleur, négro, Afro-Américains sont de mots que nous n'aimons pas parce qu'Afro, c'est un style de coiffure. There is Negro, there is Afro-American, which many of us don't like because Afro is a hairstyle. Et ça n'indique pas d'où nous venons. Il y a des Polonais américains, des Juifs américains, etc. aux États-Unis. Mais nous voulons que nous, on nous appelle Africains américains. Afro, ce n'est pas assez. So, Afro is not enough. Ok, merci beaucoup pour la précision. Je voulais, oui, Dr Simodium va réagir et il va falloir qu'on passe à autre chose parce que je voulais quand même qu'on montre une vidéo où on a très grand économiste d'ailleurs, qui démontre un peu les failles de cette hyperpuissance-là. Donc je propose qu'on regarde la vidéo, vous allez réagir et nous allons passer après cela à la deuxième partie de l'émission où nous allons nous intéresser à la contribution des Africains américains à la construction des États-Unis et même à la construction de l'humanité tout entière. À tout de suite. 91% of all the gains that occurred between 2009 and 2012 went to the top 1%, meaning for most Americans, there's been no recovery. Income in the middle in the United States today is lower than it was a quarter of a century ago. To me, when I see an economy that is failing to deliver for the vast majority of its citizens, that's a failed economy. 30 years ago, the CEO pay was roughly 20 to 30 times that of the average workers. Now the average CEO pay is 300 times the average workers, and there are many corporations where it's 1,000 times. When you have CEO getting, not only the CEO, but the whole management getting such a large fraction, there's less money to invest and less money to pay workers. So at the top, the flip side of that is not only inequality at the bottom and weakening of the middle class, but it's also that there's less investment. Alors, on revient sur le plateau de l'intelligence du monde, après avoir écouté le prix Nobel d'économie, qui est bien américain, hein, il ne faut pas se leurrer quant à ses propos, on peut penser qu'il serait d'une autre nation. Docteur Simodium souhaitait réagir, parce que justement, on voulait montrer cette analyse d'un prix Nobel de l'économie pour relativiser effectivement cette toute-puissance des États-Unis. Alors, c'est une contradiction. La grandeur de l'Amérique, c'est d'alterner des moments de doute et des moments de surpassement, de dépassement de soi. Mais l'avenir va être un tout petit peu problématique parce que jusqu'ici, alors depuis 7 siècles, l'ordre marchand, parce que c'est l'ordre marchand qui a fini par s'imposer comme le repère dans le monde occidental, parce qu'il y a eu un ordre, l'ordre impérial, l'ordre sacré,
donc les prêtres, les empereurs. Mais pour finir, c'est le capitalisme qui s'est imposé. Et depuis 7 siècles, nous avons des cœurs du capitalisme en Occident. Nous avons eu, à peu près, les historiens ont identifié 9 cœurs. Et l'Amérique a 3 cœurs. Boston d'abord, avec l'industrie de l'automobile, ensuite New York avec l'électricité, et enfin, aujourd'hui, Los Angeles avec l'innovation et les objets nomades, le téléphone, la montre connectée et tout ça. Donc, moi, je voudrais vraiment savoir comment l'Amérique va s'en sortir, parce que aujourd'hui, lorsqu'on regarde la façon dont les cœurs ont eu leur splendeur et puis leur décadence, on se rend compte que c'était la même chose. Il y avait soit une grande guerre, soit de la crise. Dans 80% des crises. Et nous savons très bien que depuis 20 ans, l'Amérique ne fait qu'aligner des crises. Et tous les 7 ans, il y a une nouvelle crise en Amérique. Et la première crise, qui est la crise la plus récente, c'était la crise des subprimes. C'était une crise d'une grande ampleur, avec 4 trillions de dollars qui étaient en jeu, qui se baladaient là. On ne savait pas s'il y avait des biens, il y avait juste des titres, et puis la bulle a explosé. 7 ans plus tard, il y a eu la crise du pétrole, parce que les Américains ont investi énormément dans le pétrole de schiste, dans des industries du Nord Dakota et les autres. Les banques américaines ont énormément soutenu ces investissements. Malheureusement, avec le retour de l'Iran sur la scène internationale après la levée des embargos, l'Arabie saoudite a voulu punir l'Iran et a accéléré sa production, parce qu'elle a un coût de production très marginal, $20. Donc si le baril est vendu même à 40-50 $, l'Arabie saoudite s'en sort. Alors le problème, c'est que avec cette crise du pétrole, tous les investissements qui avaient été faits dans le domaine des hydrocarbures de schiste sont désormais en difficulté. Tous les projets sont gelés et actuellement, on parle de plus de 200 à 300 milliards de dollars que les banques doivent provisionner. Maintenant, il y a une autre crise que les économistes sont en train de dénoncer, c'est la crise de la dette étudiante. En 2010, l'encours de la dette étudiante était de $1000. Elle est passée à $1400. Précisez, quand vous dites dette étudiante, les études coûtent énormément cher aux États-Unis. Donc, pour former un médecin, il faut $400 000. Il faut que les banques, les Américains n'ont pas cet argent. Ils vont vers les banques leur prêtent cet argent, ils se forment. Et à la fin, malheureusement, les salaires sont en baisse depuis un certain temps. Du coup, le médecin se retrouve en train de rembourser de ses revenus à la dette. Du coup, il y en a qui déclarent la faillite, d'autres qui partent à la retraite sans avoir remboursé, et d'autres, enfin, qui se disent nous, on ne va plus continuer dans ce système, on va faire faillite. Donc, il y a un taux de casse de 11% dans la dette étudiante. Et beaucoup d'économistes redoutent qu'il y ait une explosion de la bulle de la dette étudiante. Donc, comme les autres cœurs de l'ordre marchand mondial, Bruges, Anvers, Venise, Amsterdam, Londres et tout ça, ça risque d'être un problème de crise. Les crises vont s'amonceler les unes après les autres. Et après, comme les autres cœurs avant, Los Angeles sera incapable de financer l'expansion et va certainement faire faillite. Donc, alors, une dernière chose, puisque je vais partir, une dernière chose, c'est la guerre. Donc, il y a la crise, mais il y a aussi la guerre. Depuis la fin de la guerre froide, entre la fin de la guerre froide et le 11 septembre 2011, l'Amérique était relativement dans une très grande accalmie. Mais avec le 11 septembre 2001, s'est ouvert une nouvelle ère. Les ennemis de l'Amérique sont de plus en plus nombreux. Et l'Amérique est entrée en guerre à l'extérieur de ses frontières. Alors, elle a dépensé aujourd'hui, à ce titre, dans les 2 guerres en Irak et en Afghanistan, 5 000 milliards de dollars. Donc, généralement, quand un cœur de l'ordre marchand investit autant pour sécuriser ses frontières, pour assurer sa puissance à l'extérieur, eh bien, c'est que la fin approche. Et si jamais l'Amérique devait faire faillite d'ici une génération, elle n'aurait même pas battu le record de Bruges, elle n'aurait même pas battu le record d'Amsterdam. Donc, c'est une superpuissance, c'est vrai, mais elle est seulement éclatante et éblouissante à l'heure où tout se voit, tout ce que fait l'Amérique est visible. Sinon, les cœurs du capitalisme mondial ont fait mieux par le passé. Alors, je vais
Sur la question, avec l'avance, parce que le tableau que peint le docteur Simojom peut amener à s'inquiéter sérieusement, mais avec l'avance qu'ont les États-Unis, est-ce que véritablement ils sont capables d'aussitôt, parce que ça fait quand même quelques années qu'on nous dise « Oh, cette hyperpuissance n'est plus aussi puissante que cela, il y a la Chine, d'ailleurs la Chine sera la première puissance », mais on se rend compte que mine de rien, les États-Unis, malgré les crises, continuent à tenir. Et puis, le professeur Pondy a dit une chose, c'est tout à ton honneur, c'est que les puissances économiques reposent sur le financement de la connaissance et du savoir. Les Américains appellent ça Research and Development, R&D. C'est les plus gros budgets de R&D. Je veux bien partager le pessimisme du professeur Maurice Simojom, mais vous n'y êtes pas. Un pays qui est capable d'injecter 124 milliards de dollars juste pour produire une sonde qui va aller atterrir sur Saturne. Vous imaginez-vous, des pays africains penser à ce genre de choses? Et quand ils travaillent sur ce type de projets, j'ai encore beaucoup de peine pour ma sœur afro-américaine, mais ils ne voient pas la couleur de la peau. Ils ne voient que la couleur de l'objectif qu'on veut atteindre. Vous trouvez des ingénieurs, et nous en parlerons peut-être, vous trouverez des ingénieurs noirs, enfin afro, je sais que on va y arriver. On va y arriver. C'est que Vox Africa est très pragmatique. Mais vous trouvez des ingénieurs afro-américains, des Italiens, des Juifs. Et moi, je me rappelle, moi, quand j'étais à New York, j'ai eu cette chance-là, invité par le gouvernement des États-Unis. J'ai réalisé une chose à New York, peut-être que ce n'est pas pareil à l'Arizona, c'est qu'il y a une couleur qui ne fait l'objet d'aucune contestation, c'est la couleur verte, la couleur du dollar. Vous pouvez apporter du dollar aux États-Unis, afro, jaune, rital, juif, on n'en a rien à faire. Et c'est ça, c'est-à-dire c'est cette boule où on peut se détester entre nous, mais être focalisé sur le même objectif, la recherche du gain, la recherche du mieux-être, qui fait en sorte que... La recherche de la puissance de la nation. Donc vous, concrètement au docteur Simojom, vous voyez les États-Unis rester une hyperpuissance encore pendant des décennies. Écoutez, je vais vous donner une image. Je vais vous donner une image. Une fois, je regardais un reportage sur Al Jazeera où il y avait un grand chef terroriste, je crois, qui est en train de faire un communiqué. Mais il avait un tirailleur. Je veux dire, on peut bien combattre les États-Unis, mais on utilise l'Internet, on utilise le tirailleur et on boit du Coca-Cola. Donc, après, je crois que vraiment, c'est le professeur qui, si on veut rattraper les États-Unis, il faut qu'on investisse le même montant de capital en R&D. Peut-être que le professeur s'y connaît mieux que moi, puisque... Alors, je vais écouter le professeur Pondy. On écoute le professeur Pondy. Il ne faut pas que ce soit un ping-pong. Je vais vous donner la parole, c'est promis. Je vais écouter le professeur Pondy et puis je vous donnerai la parole. La recherche-développement, c'est en fait la recherche-défense. Effectivement. Si vous regardez à Harvard ou bien à Yale, la plupart des contrats sont ceux du Pentagone. Parce que la technologie civile américaine n'était pas la technologie civile. Effectivement. C'était la technologie militaire. C'est ça. Commençons par le TSF, téléphone sans fil. C'est ça. Le téléphone sans fil n'a pas été inventé pour être utilisé par les civils. C'était pour pouvoir améliorer la communication des troupes entre elles. C'est ça. Quand vous prenez les infrarouges, ce n'est que plus tard qu'elles ont été utilisées au plan médical. Les infrarouges, c'était quoi? C'était la capacité de détecter les déplacements des troupes dans la nuit. Ensuite, vous prenez le supersonique et le subsonique. C'est ça. Vous remarquez quoi? En fait, la technologie du supersonique était de pouvoir créer des avions qui se déplacent sans être détectés par des radars, déposent leur cargaison, c'est-à-dire la bombe, et reviennent en toute sécurité à leur base. C'est ça. Ce n'est qu'en 1969 qu'on a rendu ça civil avec le Concorde, qui est devenu un supersonique et ensuite un subsonique, c'est-à-dire en dessous de la vitesse du son. Et ensuite, vous avez enfin, parmi beaucoup d'autres, Internet. Internet n'a rien à voir avec le civil, c'est tout. Internet, c'est un projet du Pentagone qui avait une base idéologique. Comment séparer les ordinateurs du bloc de l'Est de ceux du bloc de l'Ouest. C'est tout. Et aujourd'hui, Internet, beaucoup d'Africains croient que c'est une agence matrimoniale où les gens vont aller épouser des conjoints à l'étranger, tout ça. Non, pas du tout. Mais permets, prof, que j'ajoute quelque chose à ce que tu dis. La télévision
a initialement été créée pour équiper des avions qui devaient aller jeter des bombes. Et elle permettait de voir dans la base là où on avait visé la bombe. Aujourd'hui, la télévision est devenue le plus grand instrument de communication des États-Unis. Et il a raison, c'est militaire. Donc, il ne faut pas du tout que nous fassions l'erreur de croire que les guerres qui sont orchestrées sont un hasard. La dernière, c'est la guerre du Golfe. La guerre du Golfe avait un objectif, entre autres, tester in vivo les missiles patriotes. Oui. Et ça s'est vu, d'ailleurs. Parce qu'en fait, une fois que vous avez expérimenté dans les laboratoires, il faut que vous voyez ce que ça fait. On a vu avec Hiroshima et Nagasaki, la guerre était finie. Mais il fallait absolument tester des bombes qui ont tué sur le champ plus de 20 000 personnes. Donc je crois que... pas 20 000, parce que pas 20 000 personnes. Je dis sur le champ. Sur le champ. Ah, mais sans compter, bien sûr, les dégâts. Encore collatéraux. Mais ce que je voudrais dire, c'est que ça aussi, c'est une doctrine. L'Amérique est une puissance idéologique. Elle n'est pas simplement une puissance technologique. Elle va allier sa technologie à l'idéologie. Qu'est-ce qu'ils vont chercher au Vietnam? C'est le résultat d'un think tank. Parce que justement, il y a plus de 3000 think tanks. Les think tanks, ce sont des structures qui produisent la pensée pour solutionner des problèmes concrets. Et ces think tanks dépendent du fait que ce sont des démocrates qui sont au pouvoir, ils ont les leurs, ou bien des républicains qui ont les leurs. Pour ce qui est de la présence américaine dans le delta du Mékong, à 18 000 kilomètres, c'était quoi? C'est la théorie du domino. C'est-à-dire que si un domino tombe, inévitablement, le domino qui est à côté d'un autre va faire tomber le prochain. Et finalement, il fallait donc aller jusqu'en Asie pour enrayer l'arrivée, je m'excuse du terme, mais du cancer communiste. Donc vous comprenez que tout cela est ce qui est enseigné dans les médias. Vous avez dit tout à l'heure, c'est vrai, il y a un endoctrinement dont les Américains eux-mêmes ne sont même pas conscients. Parce qu'il y a une seule version du monde. Quand vous regardez un journal américain, vous qui êtes dans le journalisme, quelle est la part qui est réservée au monde? Très petite. Très petite. Parce que le centre du monde, c'est ce qui se passe dans les 50 États. Bien sûr. On parle quelquefois de l'Europe. C'est de manière périphérique, vraiment très périphérique. Donc ils ne s'occupent même pas de ça. Ce qui les intéresse, c'est comment faire pour garder une Amérique au-dessus du monde entier. C'est tout. Nos problèmes. C'est une idéologie. Donc les problèmes qu'ils créent, qui sont collatéraux pour eux, ils considèrent que ce sont des dégâts collatéraux. Mais le plus grand de leur cerveau, de leur inventivité et de leur innovation est déployé pour que l'Amérique ne soit jamais numéro 2. Mais c'est en train d'arriver malheureusement. La plus grande puissance commerciale du monde aujourd'hui, c'est la Chine. On essayé de le nier. Mais les chiffres sont là, les faits sont là. Le volume commercial de la Chine et le volume commercial des États-Unis est de moins en moins comparable. La différence fondamentale, c'est que les États-Unis, dont le terme hyper-puissance a été créé par Hubert Védrine, les États-Unis restent une puissance militaire globale, ce qui n'est pas le cas de la Chine. Je crois que c'est là que la différence commence à se faire. Fondamentale. Parce que sur le domaine technologique aussi, les Asiatiques... Ils n'ont plus grand-chose à en dire. Voilà. Bon, alors, Dr. Simon-Diom, rapidement... Please. Yes. Je pense que tout ceci est important et c'est très intéressant de vous entendre évoquer cela. Ce que je comprends, c'est que nous sommes des États-Unis divisés, une Amérique divisée. Il est très important de parler des crises et des guerres parce que nous en sommes des victimes, et ceci en tant que descendants africains. Si nous parlons des investissements dont vous avez parlé, nous allons devoir rentrer aux sources, aux origines de tout cela. Ces pays qui font des investissements, ces familles qui font des investissements, vous pensez que leur argent vient d'où? Cet argent vient de l'esclavage transatlantique. Cet argent vient de l'Afrique. Cet argent vient de Bimbia. Some of them come from this region. Okay. So, and they're still working on our backs. Okay. Our Oui, corpses are there. Je voulais réagir rapidement. Je pense que ce que dit Idriss, c'est l'Amérique d'aujourd'hui. Ce dont elle parle, ce sont les fondations. Je crois que c'est ça. Elle parle des fondations de la richesse. Oui. Mais c'est la même chose exactement la même chose pour l'apartheid. Si l'Afrique du Sud était un pays riche et prospère,
C'est parce qu'on ne que les payait Noirs pas travaillaient en le travail back-office. qui était fait. Bien Et sûr. donc, si vous ne payez pas le travail qui est fait, Oui. la marge de manœuvre, la marge bénéfice est beaucoup bénéficiaire, plus c'est importante. plus grande, c'est Voilà. tout. Voilà. Donc, je crois que Alors- il y a toujours une plus grande marge de bénéfice. Bien Je crois que c'est de entendu. ça qu'il parle. Voilà. Mais lui, ce qu'il dit aujourd'hui, il n'a pas dit que c'était la seule. Il a dit que c'était la couleur que Consensuelle. personne ne dispute. Oui, c'est ça. Consensuelle. C'est ça qu'il a dit. Aujourd'hui. Ouais, Que tu sois noir undisputed. ou blanc, Oui, ou que tu sois undisputed. afro, Je chinois. crois que c'est de ça qu'il Voilà. Quand tu as Alors, le dollar, on va donner la dernière prise de parole au Dr Simo Diop qui va nous quitter pour laisser la place à une autre invitée qui nous vient également des États-Unis. Alors, Dr Simo Diop, vous avez tenu à réagir au propos Alors, notamment du... la prospective au sujet des États-Unis d'Amérique se fait tous les jours et personne ne va rien inventer. Les scénarios sont connus. Il y a le scénario du multipolarisme, donc une dizaine de superpuissances, une dizaine de puissances régionales, plus d'hyperpuissances, plus de superpuissances. L'autre scénario, c'est la perte du rôle d'hyperpuissance au profit de la Chine. Il y en a d'autres qui parlent plutôt de la prise du pouvoir par des multinationales. Donc les multinationales, des entreprises qui n'auront plus de nationalité, parce que ça c'est par exemple les 3 scénarios de la CIA qui a publié récemment, parce que tous les 4 ans, la CIA publie des trends, et il remet au président qui entre en fonction. Que voilà La l'avenir. primauté de la pensée. Voilà l'avenir. c'est de l'argent, là. The world in 2035. Et c'est pour ça qu'on peut penser que les États-Unis resteront Parce qu'ils hyper voient- puissants encore Justement, longtemps. le problème, c'est que la puissance américaine aujourd'hui nous intimide plus qu'elle n'est forte. Tout ce que vous expliquez, les investissements, c'était l'intimidation. Derrière, il y a quoi? La réalité, c'est quoi? Emmanuel Todd, un géographe, il a dit ceci en 1976 dans un livre. La chute finale. Le livre était intitulé La chute finale. Et il expliquait le scénario de l'effondrement de l'Union des républiques socialistes et soviétiques. Comment est-ce qu'il avait avancé? Ce n'était pas des statistiques économiques, c'était des statistiques démographiques. Le taux de natalité, le taux de l'espérance de vie à la naissance surtout. Il a montré que dans une société où l'espérance de vie à la naissance est en train de décliner, eh bien les fondamentaux de la société vont s'ébranler. En 2002, le même Emmanuel Todd est revenu avec un autre livre, Après l'Empire. Et évidemment, comme toujours, les gens se sont gaussés de ces prédictions, mais malheureusement, pour la première fois, depuis 25 ans, en 2011, pour la première fois depuis 25 ans, aux États-Unis d'Amérique, l'espérance de vie moyenne à la naissance est passée de 77,9 ans à 77,8 ans. Donc, derrière tout ce que la superpuissance américaine peut faire pour nous intimider, pour faire du bluff, il y a une grande fragilité qui se caractérise par l'endettement illimité, qui se caractérise par les crises qui se succèdent les unes aux autres, qui se caractérise par la frénésie à faire la guerre en dehors des frontières. Parce que quand une puissance se met à investir d'énormes sommes d'argent dans la guerre à l'extérieur des frontières, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que des États font faillite. En Amérique, tous les jours, on dit tel État a fait faillite, on va déposer des bilans, on va mettre tel salarié à la porte. Une dernière chose, la mondialisation. Nous avons souvent eu l'impression de dire que la mondialisation bénéficie aux Américains. C'est vrai, c'est les Américains, c'est les États-Unis d'Amérique qui ont donné le point de départ de la mondialisation. Ils avaient fait des élaborations prospectives dans lesquelles ils croyaient qu'ils seraient des gagnants. Aujourd'hui, 30 ans après, les États-Unis d'Amérique sont le deuxième perdant de la mondialisation après le Royaume-Uni. Toutes les statistiques de tous les grands cabinets, Eurostream, Data, Basis, tous ces cabinets sont clairs. L'Amérique a perdu à cause des délocalisations, de la désindustrialisation. La classe moyenne américaine s'est appauvrie. Donc vous faites la guerre à l'extérieur, votre classe moyenne s'appauvrit. Entre-temps, 350 millions de Chinois de la classe moyenne sont en train de monter. Alors, qu'est-ce qui se passe en Amérique? L'hyperclasse s'enrichit chaque jour davantage. Joseph Stiglitz nous a dit que 99% du travail profite à 1% des Américains. Mais l'hyperclasse ne sauve pas une puissance, c'est la classe moyenne. Mais qu'est-ce qui se passe avec l'Amérique? La classe moyenne se déclasse.
s'appauvrit. Merci, Dr Simodium, en tout cas, pour cette contribution. On va marquer un dernier arrêt pour avoir notre dernier invité qui prendra la place du Dr Simodium. Et nous allons nous apaisantir cette fois-ci sur l'apport des Africains-Américains dans la construction du monde. À tout de suite. Les reins, parce que c'est les peuples et les reins, ils étaient 35. Et au cours d'un voyage, ils ont écrit la première table des lois qui a structuré le miracle anglais, américain jusqu'à aujourd'hui, qui est le Mayflower Compact. C'est un texte dans lequel le premier idéal du miracle américain est posé et stipulé et souligné, la liberté. Nous ferons des choses par nous-mêmes. Donc c'est des peuples pèlerins. Ils quittent l'Angleterre où la dictature théocratique de Jacques Ier ne leur laisse aucun choix. Donc quand ils partent de là, ils veulent partir en Virginie, mais finalement c'est dans le Massachusetts qu'ils atterrissent. Et ils implantent donc le décor d'un miracle qui va prendre 2 siècles à se réaliser. Donc à la fin, c'était en 1620. Donc 2 siècles plus tard, on parle déjà du miracle américain parce que les Anglais sont venus avec un esprit de la compétition, avec l'esprit du risque, la prise du risque, contrairement aux conquistadors espagnols qui, eux, étaient dans l'esprit de la rente, l'esprit des rentiers, des seigneurs de la féodalité. Donc c'est les Anglais vraiment qui importent le secret du miracle économique anglais et qui transforment la nouvelle terre au prix, nous le verrons, au prix de nombreuses formes de violence. Ça c'est clair. Mais au moins il y avait quand même un idéal de risque de prise, de risque de travail, une volonté de transformer le monde, de prendre son destin en main, ce qui n'avait pas été le cas en Europe pendant près de 1000 ans. Donc ce que nous avons aujourd'hui, c'est le prolongement de cette volonté des Anglais qui ont pris, qui se sont installés dans un espace et qui ont décidé de le dompter, de le transformer. Et nous avons donc les descendants, tout ce que nous avons aujourd'hui, c'est les descendants des pères pèlerins qui continuent de dire c'est nous qui allons transformer le monde, c'est nous qui allons gouverner le monde, c'est nous qui allons tout faire. Donc, au fur et à mesure que le temps passait, cette table des lois et le Mayflower Compact était rendue par diverses générations en plusieurs manières. On a vu par exemple la destinée manifeste d'un journaliste au 19e siècle et très récemment on a également eu la doctrine Wolfowitz. Tous ces documents avec la déclaration d'indépendance et tout ça, c'était toujours la vision de rendre le pouvoir à l'individu, de le rendre fort, de le rendre à même de transformer le monde, de soumettre le monde et puis de dominer et de conquérir les autres parties du monde. Alors, professeur Jean-Emmanuel Pondy, on l'a bien suivi au début et dans les explications de Maurice Simodium, et on peut le constater aujourd'hui, les Américains, de manière, j'ai envie de dire presque naturelle, se considèrent comme les maîtres du monde. Et quand on voit ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis avec aussi l'élection de Donald Trump qui dit « Make America Great Again », ça veut dire qu'il y a toujours cette logique de dire les Américains ne peuvent être que devant tout le monde. Alors, comment est-ce qu'on comprend ça dans ce monde beaucoup plus contemporain? Le fait que les Américains d'aujourd'hui ou de 1776 se considèrent comme la meilleure nation, la plus grande nation que Dieu ait jamais créée sur Terre, fait partie du mythe créateur. C'est normal. Et pour aller de l'avant, il faut avoir un mythe sur lequel vous fondez vos valeurs. L'Amérique, qui a très bien été retracée par le docteur Simo, ça vraiment très bien, sous plusieurs aspects, a quelque chose de particulier qui la distingue peut-être de l'Europe, dont elle est en réalité issue quelque part. Eh bien, c'est que c'est une pensée. Et vous allez voir que n'arrive aux États-Unis, en fait, qu'un groupe de gens, et ils vont vouloir refaire ce qu'ils ont à peu près raté en Europe. En disant que si nous avons pu traverser la mer, en particulier l'océan, c'est que quelque part nous sommes choisis. La théorie du peuple choisi, parce que c'est ça aussi. Ils arrivent là, ils sont pauvres. Ce sont surtout les Irlandais qui vont créer le Massachusetts et ce qu'on appelle la Nouvelle-Angleterre. En fait, c'est des gens pauvres. Ils se disent, nous allons nous refaire une fortune ici. Tout ce que nous avons pu rater dans la vieille terre d'Europe, nous allons nous reconstituer ici en meilleur. Nous allons créer un monde, un pays tel que
Le monde ne l'a jamais vu. Donc c'est ça qui galvanise. Et donc ils vont s'appuyer sur la pensée. Et maintenant, quand vous arrivez à la création des États-Unis d'Amérique, qu'est-ce que vous allez voir? Un, ils vont détruire ce qu'ils vont trouver. C'est le cas des Indiens, qui sont les vrais Native Americans, c'est-à-dire les seuls qui sont les autochtones des États-Unis. Ils les ont détruits, c'est-à-dire qu'ils les ont mis aujourd'hui dans des réserves. Vous avez les Sioux, vous avez les Apaches, vous avez tout ce monde-là, les Cheyennes, ils sont dans des réserves. On leur a donné de l'alcool là-bas pour qu'ils n'en sortent pas. Mais en dehors de ça, ils ont pensé un système. Et ce système est pensé à contrario de celui qu'ils ont laissé. La Constitution américaine est une constitution qui a été d'abord discutée. C'est ça la différence. Elle a été discutée par un ensemble de penseurs, que sont James Madison, George Washington, j'ai dit Madison, Washington, ils sont comme ça une dizaine. Et quand vous lisez cela, ça s'appelle... C'est les Federalist Papers qui disent que la liberté est un droit. Et la poursuite du bonheur est un droit américain. Vous n'allez trouver ça nulle part ailleurs. Et maintenant, ils vont mettre un système où vous pouvez partir de rien pour arriver au sommet dans l'espace d'une vie. Ailleurs, ce n'est pas possible, puisque l'Europe est stratifiée, elle est compartimentalisée, et vous devez appartenir à des groupes sociaux pour pouvoir gouverner ou pas. Pour qu'on se comprenne bien, c'est avec ça qui caractérise ce qu'on appelle de manière, j'ai envie de dire prosaïque, le rêve américain. Le rêve américain. Il faudrait qu'on aille aux États-Unis pour réaliser son rêve, pour réussir, parce que là-bas, c'est le lieu où plus qu'ailleurs, on peut réussir en une vie de passer de clochard à multimillionnaire. Surtout quand vous êtes blanc et quand vous êtes en anglais WASP. WASP, White Anglo-Saxon Protestant. Parce qu'il faut qu'on soit quand même honnête. Si vous êtes latino, surtout au début, c'était un peu plus difficile. Si vous êtes blanc, noir, c'est encore plus difficile. Mais, Africain descendant, on évite les expressions blanc-noir parce que nous, on ne les partage pas du tout. Mais en tout cas, si vous êtes WASP, c'est plus facile. Mais ce qu'il faut reconnaître aux États-Unis, c'est qu'ils ont effectivement démocratisé l'acquisition de ces valeurs-là. C'est-à-dire que chacun se dit, en travaillant bien, je peux changer ma situation. Et les États-Unis, il faut toujours le rappeler, n'étaient pas une grande puissance. Pas du tout. C'est-à-dire que depuis la création des États-Unis, c'est-à-dire le 4 juillet 1776, par un acte unilatéral d'indépendance, Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureux de vous retrouver une fois de plus sur Vox Africa pour ce nouveau rendez-vous, l'intelligence du monde. Dans ce rendez-vous, nous allons parler du monde tel que vous le connaissez et surtout aussi du monde tel que vous ne le voyez pas au quotidien. Et pour cette première édition, nous allons nous intéresser, comme par hasard, à la toute première puissance du monde. Il s'agit des États-Unis d'Amérique. Nous allons parler des États-Unis sur un prisme économique, mais aussi sur un prisme historique. Nous allons nous intéresser à ceux-là qui font les États-Unis ou à ceux-là qui ont fait les États-Unis dans les différents bords. Le décor de cette émission, et pour en parler, comme c'est le cas à chaque fois, nous avons des invités. Et je vais commencer par un confrère, Idriss Lynch, qui nous vient de l'agence Ecofin. Idriss, bonsoir. Bonsoir, Jules. Merci de nous renouveler vos confiances en revenant sur le plateau de Vox Africa. À l'époque, cette émission s'appelait Vox Live. Et pour cette nouvelle saison, on est en train de parler de l'intelligence du monde. Et je veux dire, la suggestion nous est venue de plusieurs de nos téléspectateurs qui ont estimé que le titre Vox Live ne cadrait plus vraiment avec le contenu de l'émission. Un commentaire ? Attends, je note juste que les téléspectateurs pensent que ceux qui passaient à l'émission Vox Live sont des personnes intelligentes. J'en suis tout honoré. Je ne pensais pas que j'étais aussi intelligent, donc merci à tous ceux qui nous regardent et j'espère être à la hauteur du qualificatif qu'ils m'ont attribué aussi en partie. Surtout que je me sens un peu timide d'être à côté d'un autre de vos invités que vous allez introduire.
et dont j'ai lu les livres depuis que je suis tout petit. Donc, ça va être très difficile. On va le découvrir tout à l'heure, cet invité. Alors, à côté de vous, j'accueille notre consultant permanent dans cette émission de l'intelligence du monde, Dr Maurice Simodium, qui est chercheur en intelligence économique. Et pas que. Bonsoir, Dr Simodium. Bonsoir, Jules. Bienvenue dans cette nouvelle saison. Alors, racontez-nous un peu l'histoire brièvement de l'intelligence économique. Je dois dire, en guise d'honnêteté intellectuelle, que vous êtes l'un des grands contributeurs dans la production de ces différentes émissions. Voilà, nous avons commencé avec une émission qui avait comme nom Vox Life, dont nous avons hérité d'une émission de débat sur les sujets d'actualité. Malheureusement, par la suite, nous nous sommes orientés vers l'actualité froide, dans des sujets de profondeur avec des réflexions qui ont un versant historique, un versant d'actualité, mais qui avait également une intention de prospective qui nous amenait à envisager les différents scénarios du monde. Donc, on était sorti de l'actualité chaude. Du coup, il y avait donc cette nécessité de nous arrimer non seulement aux critiques de tous nos téléspectateurs qui nous suivent de façon fidèle, mais également à la profondeur qui se voulait le dada de nos débats. Donc, l'intelligence du monde, c'est un espace qui nous permettra de convoquer des regards pluridisciplinaires. La géopolitique, la géoéconomie, la stratégie, la prospective, l'intelligence économique, l'intelligence stratégique. Tout cela pour comprendre le monde parce que... Dans lequel on vit. Oui, dans lequel on vit. Parce que nous sommes dans un monde de guerre économique et pour comprendre le monde, il est nécessaire de savoir quels sont les enjeux qui structurent les relations entre les différents acteurs de la mondialisation. Donc pour cette rentrée des programmes, nous avons une nouvelle série, l'autre versant du des décor. grandes puissances. Voilà, l'autre versant du décor. Il s'agit de scruter le parcours des grandes puissances économiques et industrielles du monde entier, de raconter, de célébrer, parce que ces puissances ont effectivement accompli des prouesses, des épopées. Donc il s'agit de célébrer tout cela, mais également de nous arrêter sur ce qui n'est pas souvent souligné. Ce qui n'est pas souvent mis en exergue. Et dans le cadre de cette émission, nous allons nous intéresser aux Africains-Américains, puisqu'on parle des États-Unis, puisque c'est quelque chose qu'on ne met pas souvent en exergue. Si oui, vous parlez peut-être de sport et de musique. Et on verra très bien dans cette émission que ce n'est pas seulement dans ces domaines-là que les Africains-Américains brillent aux États-Unis. Alors j'accueille celui qu'on a voulu présenter avant moi, c'est le professeur Jean-Emmanuel Pondy. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Très honoré de vous recevoir encore à nouveau sur le plateau de Vox Africa. Alors, quand vous voyez une émission comme celle-ci, puisque c'est la première, il faut qu'on en parle un peu, qui a pour but de sortir des débats d'actualité, de sortir des débats, j'ai envie de dire, polémiques et tous les jours, pour en fait permettre aux Africains de comprendre le monde dans lequel ils vivent et comment est-ce qu'ils peuvent réagir à ça. Qu'est-ce que cela vous inspire? Je crois que nous sommes au cœur même de la problématique du progrès. Parce que pour moi, la connaissance et le savoir sont l'investissement qu'on ne peut pas éviter si on veut vraiment avancer. Il me semble que trop souvent en Afrique, nous croyons pouvoir faire l'impasse sur cela, mais ça nous rattrape toujours. Parce que quand vous regardez les investissements des autres nations qui ont rapidement progressé, le secteur dans lequel ils investissent avec beaucoup d'insistance, c'est celui du savoir et de la connaissance. Et c'est ce qui explique justement les résultats qu'ils obtiennent. On dit souvent, à mon avis à tort, on dit voilà, la Corée du Sud et le Cameroun, c'est un exemple, et on peut prendre un autre pays africain comme la Côte d'Ivoire, etc., étaient au même niveau de développement, même que les pays africains supposément étaient devant eux il y a 40 ans. Et aujourd'hui, évidemment, la Corée est parmi les 20 premières économies du monde, et pas nous. Moi, je dis que c'est faux. Quand on dit qu'ils étaient au même degré de développement, c'est faux. Pourquoi? Parce que le socle civilisationnel, le socle technologique, qui était celui de la Corée, n'était pas celui de l'Afrique, ni celui du Cameroun. Donc, on ne parle pas de la même chose, même si les chiffres sont trompeurs. En réalité, la capacité de régénérescence d'un pays comme la Corée, dès qu'elle arrive,
lui permettre de faire le saut qualitatif. Parce qu'il est sur son socle civilisationnel, culturel et conceptuel. Alors, tous ceux qui travaillent là-bas le font pour améliorer l'existant du local. Alors que chez nous, nous travaillons davantage pour faire plaisir à ceux qui sont hors de chez nous. Nous travaillons davantage pour remplir des quotas qui sont fixés pas par nous. Donc je crois qu'il y a là une nécessité justement de se focaliser sur le savoir. Mais pas n'importe quel savoir. Un savoir qui est amené à solutionner les problèmes qui sont les nôtres. On ne voit pas le monde de la même manière à Kuala Lumpur qu'à Yaoundé ou qu'à Johannesburg ou à Chicago. Donc c'est faux de dire que, parce que nous sommes soi-disant dans un monde globalisé, ça encore ce sont vraiment des fois des ritournelles qu'on nous assène, on doit voir les choses de la même façon. Du tout, Il faudrait qu'on puisse avoir un regard africain sur l'actualité internationale. Exactement. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir notre dernier invité pour cette première partie d'émission. C'est le docteur Lisa Aubrey qui nous vient de l'Arizona State University aux États-Unis, qui, elle, est africaine-américaine, et ça nous fait plaisir de l'avoir sur le plateau, de passage au Cameroun. Docteur, bonsoir. Enchantée. Voilà. Je vais préciser aux téléspectateurs que vous serez amené tantôt à parler un peu en français, mais beaucoup plus en anglais, qui est votre langue de prédilection, et naturellement, ce sera transcrit pour nos téléspectateurs, puisque nous sommes sur le signal francophone de Vox Africa. Alors, j'ai envie de m'arrêter avec vous, parce que j'ai découvert, en préparant cette émission, que c'est à vous qu'on doit Bimbia, dans le sud-ouest du Cameroun, qui était l'un des points de départ des différents bateaux transportant les esclaves vers les États-Unis. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire? Comment est-ce que vous en êtes arrivé à tous les grands sites, mais on n'a jamais parlé de Bimbia? Thank you very much. It's an absolute honor to be Merci here. beaucoup, c'est un honneur pour moi d'être parmi vous. Il y a tellement de choses que j'aimerais partager avec vous, dont la plupart concernent la ville de Bimbia. Much of which actually comes back to Bimbia. Et aussi le martyre que nous avons subi en tant qu'Africains dans le monde. J'espère que nous aurons aussi l'opportunité de parler de l'équipe nationale du football américain au sujet du Take in the Knee. As an African people across the world. I hope we get a chance tonight to talk about the National Football League. Tout le monde en parle d'ailleurs. Nous nous agenouillons lorsque l'hymne national des États-Unis est joué pour protester contre les violences faites aux Africains vivant aux États-Unis. When the U.S. national anthem is played as a protest against the genocide against us. Je vis au Cameroun depuis 3 ans. J'enseigne dans le département d'histoire de l'université de Yaoundé 1 et vous pourriez à peine aller sur votre compte Facebook et voir un jour où un Afro-Américain n'a pas été tué par la police. Donc nous nous agenouillons pour protester contre les différents types de violences faites aux Africains vivant aux États-Unis. We take the knee to protest the different kinds of violences against people of African descent in the U.S. Les violences ne sont pas nouvelles. Ce qui est nouveau, c'est que nous avons tous ces médias qui peuvent maintenant exposer au monde ce que nous avons souffert aux États-Unis. Nous avons commencé à voir des endroits comme Bimbia. In the U.S., it's not new. It actually began at places like Bimbia. The white supremacists. Les suprémacistes croyaient que les Africains sont végétables, que les Africains ne sont pas des gens. Si nous revenons à des philosophes comme Hugo, nous verrons que c'est l'accord depuis longtemps que les Africains n'ont rien apporté au monde et que nous n'avons aucun droit d'exister. Mais on va parler de tout ça, si vous permettez, dans l'émission. On aura l'occasion justement de revenir sur tout cet apport, sur tout cet héritage apporté justement par les afro-descendants à l'humanité. Mais dans cette première partie, je vais pour planter le décor, qu'on revienne un peu sur cette hyperpuissance. Donc, je propose qu'on regarde rapidement une vidéo qui nous situe un peu sur l'hyperpuissance américaine et nous revenons sur le plateau pour commenter cela. À tout de suite. Après
Après l'effondrement de l'URSS, les États-Unis deviennent une hyperpuissance. Et ils sont la seule hyperpuissance. Et leur suprématie s'exerce dans tous les domaines, militairement, économiquement, diplomatiquement, culturellement. Donc, c'est le moment où les États-Unis ont la plus forte influence dans le monde. Et cette influence va s'exercer, cette hégémonie va s'exercer par un mélange de soft et de hard power. C'est ce que nous allons voir. Cette carte fait apparaître la puissance militaire des États-Unis dans la dernière décennie du XXe siècle. Que voit-on? Eh bien, tout d'abord, l'importance des alliés des États-Unis, que l'on voit en vert ici, qui sont relativement nombreux, plus les pays appartenant à l'OTAN, que l'on voit en bleu, et surtout l'importance des flottes militaires américaines qui sillonnent tous les océans, et des différentes bases que les États-Unis ont placées au Moyen-Orient, ont placées dans les Caraïbes, ont placé en Asie, et donc tout le monde entier est concerné par la puissance militaire des États-Unis. Il y a aussi des zones d'intervention, les deux guerres d'Irak et d'Afghanistan. Il y a des interventions en Colombie, par exemple, contre la drogue, aux Philippines contre le terrorisme. Et donc, les États-Unis sont les gendarmes du monde et interviennent sur tous les fronts. De retour sur le plateau de l'intelligence du monde, on vient de voir très brièvement, docteur Simojom, cette vidéo qui nous montre la toute-puissance des États-Unis, en fait. Et pour terminer sur la même phrase que la dame, les États-Unis sont aujourd'hui les gendarmes du monde, ou bien en tout cas l'ont été pendant très longtemps. Alors comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Comment est-ce qu'on en arrive à cette construction de l'hyperpuissance américaine? Donc très rapidement, en guise d'historique pour planter le décor, comme nous avons souvent l'habitude de relever quelques faits historiques pour montrer le parcours qui a été accompli. On a parlé à un moment donné, en tant que chercheur en géoéconomie, je m'intéresse au progrès, à la prospérité et à la notion de miracle économique. On a effectivement à un moment donné parlé du miracle économique américain, qui est l'extension du miracle économique anglais, parce que la nouvelle Terre a été découverte à la fin du XVe siècle, et officiellement parce que des Chinois l'avaient déjà découvert avant Christophe Colomb. Et immédiatement, des conquistadors espagnols y sont allés, des Portugais y sont allés, des Français y sont allés, mais c'est les Anglais qui ont importé un certain rapport au monde et à l'environnement. Les Anglais y ont exporté notamment les peuple. Les États-Unis, c'est un vrai cas d'école. J'aimerais bien lire un jour le livre du professeur Pondy. J'espère qu'il écrira dessus. Mais j'ai vu un film, je vais répondre à ta question, mais j'ai vu un film très intéressant qu'on appelle The Dictator. C'est un film assez malin qui fustige un peu cette dictature qu'on reproche aux pays arabes, alors qu'en fait, on réalise bien qu'aux États-Unis, il y a un type de forme de dictature. Par exemple, l'opinion publique est manipulée par un groupe de 2 ou 3 médias. On vous convainc qu'il n'y a qu'une seule manière de penser, dans ce genre de choses, quoi. Donc, c'est ça l'Amérique. Je veux dire, c'est toujours très intéressant d'être avec une afro-américaine et d'essayer de dire, peut-être que s'il n'y avait pas eu l'esclavage, elle serait ma tante ou peut-être mon épouse, je ne sais pas, mais bref, peut-être qu'elle serait ici avec nous. Mais c'est ça l'Amérique, en réalité. Je veux dire, construite par les Noirs et aujourd'hui rachetée par des Chinois. Je veux dire, c'est... Construite par des Africains. Construite par, peut-être pas les... Voilà. Construite par les Afros, enfin, les Afros de l'époque, voilà. Mais aujourd'hui, elle est en train d'être rachetée par des Chinois. Quand vous allez aux États-Unis, les Chinois rachètent la dette, ils rachètent tout, ils rachètent... Donc, je crois que cette contradiction, je crois que cette force des idées qu'a évoqué le professeur permet aujourd'hui de recentrer cette hyperpuissance des États-Unis. C'est un pays qui a été pensé par des personnes. J'ai lu un livre que je n'aime pas ici, comme je n'aime pas citer en général, peut-être que vous l'avez lu aussi, Les Maîtres du Monde.
où on vous démontre qu'en réalité, la grande franc-maçonnerie européenne, c'est-à-dire, quand on dit les francs-maçons, ce n'est pas la secte d'aujourd'hui. Quand on dit les francs-maçons, on parle des bâtisseurs bavarois qui avaient pensé le monde, qui avaient pensé qu'on pouvait partir du statut de tailleur des pierres à constructeur des nations. Ils ont construit la Grande-Bretagne, ils ont fait face au conservatisme. Et quand ils se sont rendus compte que ça ne les arrangeait plus, ils ont créé d'autres mouvements. Le protestantisme en fait partie. Ils sont allés étendre cela aux États-Unis, où ils avaient la toute-puissance de pouvoir se déployer. Et par la suite, ils avaient besoin d'instruments, ils avaient besoin de la force de travail. C'est comme ça qu'on est venu prendre des afros, on les a emmenés là-bas. Ça leur permettait d'avoir un coût de travail très bas, des marges très importantes. Il y a toute une histoire qu'on peut raconter. Mais aujourd'hui, cette capacité qu'a l'Amérique de faire face à ces contradictions fait d'elle les nations les plus fortes. Aujourd'hui, on a vu des personnes de race blanche aller voter pour un Afro-Américain, qui est Barack Obama. Je veux dire, après, il faut se demander qu'est-ce qui leur arrive dans leur tête quand ils décident cela. Et là, je vois une Afro-Américaine qui dit, j'aurais pas préféré de 45, mais j'aurais plutôt préféré Hillary Clinton, qui est quand même blanche, et qui est une blanche élitiste. Voilà. Donc, du coup, je pense que la grande contradiction américaine fait sa force. Mais la plus grande force des États-Unis, c'est sa capacité à affronter ces contradictions. Voilà. De pouvoir les utiliser quand elle en a besoin et avancer sur des problèmes qui sont... Alors, le docteur Lisa Aubray voulait réagir, mais avant, j'aimerais quand même qu'on fasse une petite parenthèse, parce que je vois que vous avez du mal à vous départir du terme noir, blanc, blanche pour caractériser les autres. Et je crois que le docteur Lisa Aubray peut nous inspirer aussi sur la question, parce qu'il y a eu tout un débat aux États-Unis où les Afro-descendants avaient décidé, et ne voulaient plus être appelés des Noirs américains, mais plutôt des Afro-américains. Est-ce que vous pouvez nous situer un peu ce qui a justifié ce changement de dénomination qui a été très important dans la lutte pour la liberté des Afro-descendants aux États-Unis? Ok, merci. Il y a tellement à dire. Premièrement, nous devons savoir que le président Obama est un Africain descendant et nous étions impressionnés de savoir qu'il soit devenu le président des États-Unis. Et pour bon nombre d'entre nous, nous étions très loin d'imaginer que cela arriverait un jour. Never thought we would see this in our lifetime. Nous avons aussi compris, et d'ailleurs nous en sommes frustrés par rapport à cela, que lorsqu'on vous donne le pouvoir, vous n'avez vraiment pas libre cours. That if you are in that position of power, you don't have a lot of wiggle room. C'est une institution qui a été créée pour fonctionner d'une certaine façon. C'est un État de suprémacistes blancs dont il était seulement le chef du gouvernement et ne pouvait ni changer l'institution, ni améliorer la situation de l'Afrique et des Africains. Et c'est très intéressant. Un collègue à moi a fait un rapprochement avec John F. Kennedy, qui était un président de religion catholique, mais qui ne pouvait pas s'adresser aux Américains de religion catholique que lui. C'est comme si vous êtes noir et décidez de ne plus faire partie des Noirs. You are black and you have to go out of your way to show that you will not be partisan to black people. I'm happy to say the constituency for Africa. Je suis contente de vous faire savoir que je fais partie d'une organisation qui a proposé au président Obama d'organiser un sommet pour les présidents d'Afrique. Le sommet que vous avez vu dernièrement est le fruit de ce que nous faisons aux États-Unis. So that summit that you saw comes from the work that we do in the U.S. In President Obama's own hand, le président Obama lui-même nous a écrit de ses propres mains, nous a proposé de ne pas seulement se concentrer sur l'Afrique, mais aussi sur les problèmes des Afro-Américains et de tous les Africains dans le monde. On issues that will be perceived solely black. They have to be issues that will be seen as American. We are still trying to figure out who we are. Nous voulons améliorer la situation des Afro-Américains. Des noms tels que personnes de couleur, négro, Afro-Américains sont de mots que nous n'aimons pas parce qu'afro, c'est un style de coiffure.
is Negro, there is Afro-American, which many of us don't like because Afro is a hairstyle. Et ça n'indique pas d'où nous venons. Il y a des Polonais américains, des Juifs américains, etc. aux États-Unis. Mais nous voulons que nous, on nous appelle Africains américains. Afro, ce n'est pas assez. So Afro is not enough. Ok, merci beaucoup pour la précision. Je voulais, oui, Dr Simon-Diom va réagir et il va falloir qu'on passe à autre chose parce que je voulais quand même qu'on montre une vidéo où on a un très grand économiste d'ailleurs qui démontre un peu les failles de cette hyperpuissance-là. Donc je propose qu'on regarde la vidéo, vous allez réagir et nous allons... C'est-à-dire qu'ils se sont autoproclamés indépendants. Eh bien, depuis cette date-là, jusqu'aux années 1945, les États-Unis n'étaient pas une grande puissance. C'est les deux guerres qui les ont graduellement rendus de plus en plus puissants. La puissance... Ah, bon, il y avait bien sûr, avant il y avait les puissances ibériques dont il a parlé, c'est-à-dire le Portugal et l'Espagne, mais après, ceux qui ont pris le relais, c'était bien sûr la Grande-Bretagne. L'empire sur lequel le soleil ne se couchait jamais. Et ce n'est qu'à partir de 1947 que les Britanniques font un appel au secours aux États-Unis devant la crainte que la Grèce ne bascule dans le communisme. C'est là que les États-Unis arrivent politiquement et idéologiquement en Europe. Et avec, bien sûr, le plan Marshall du 5 juin 1947, et c'est là donc que la puissance américaine va se révéler. Mais elle s'est accumulée justement par les armes, par le fait que le territoire américain n'ayant été jamais attaqué, lui, il a pu se construire. Les plus grandes infrastructures américaines aujourd'hui ont été construites pendant la Deuxième Guerre mondiale. Quand vous prenez la Route 66, l'autoroute qui part de New York en Californie à Los Angeles, 6000 kilomètres. Ça a été construit pendant ce temps. Tous les ponts et tout ça, ça a été construit. Donc c'est cet argent qui a en fait renforcé la puissance américaine. Mais elle est basée sur la technologie, sur la science et sur une valeur, celle du surpassement de soi et de la certitude que l'Amérique est la plus grande nation. Ça se construit. Voilà. J'ai envie d'écouter le docteur Lisa Aubray sur la question. Quand vous écoutez, vous qui êtes américaine aujourd'hui, bien que descendante d'Afrique, quand vous écoutez la construction de ces États-Unis, qui est votre pays aujourd'hui, qui s'est faite sur la violence, qui à la limite est devenue une puissance parce qu'il y a eu des guerres et a profité, a su se servir de la guerre, qu'est-ce que cela vous inspire à vous? Je voudrais répondre et relier à nouveau ceci à l'Afrique. L'origine de l'Afrique. Merci pour les explications sur l'histoire des États-Unis. Et c'est très intéressant comment l'histoire des États-Unis peut être enseignée en dehors des États-Unis. And it's very interesting to hear how the history of the U.S. may be taught outside of the U.S. Much of what we... Aux États-Unis, depuis le temps de transit, depuis 1619, il y avait des Africains qui étaient des aventuriers, des commerçants qui naviguaient sur leurs navires et selon le livre de Soudanma, ils sont venus bien avant Columbus. Who were adventurers, who were commercial people, who were sailing their ships. If you read Ivan van Sertima, they came before Columbus. Lorsqu'on parle de la création des États-Unis, nous devons savoir que l'endroit que nous appelons les États-Unis a été peuplé par un groupe d'indigènes d'Amérique. Vous savez, Columbus n'est pas venu et a découvert quelque chose qui n'était pas habité. Donc, la célébration du jour de Colombe n'a pas sa place. And it was just the so-called Columbus Day, I believe yesterday or so, and you know, so many people agree that he was a liar. D'ailleurs, bon nombre de personnes sont d'accord qu'il était un menteur, qu'il a été expulsé de l'endroit, il a été renvoyé en Espagne et qu'il a utilisé la violence à travers les États-Unis et de nombreux endroits dans les Caraïbes. Exploiter, and he used violence across the U.S. and many places in the Caribbean, you know, as well. When we talk about the Constitution, quand nous parlons de la Constitution, comme nous l'avons dit plus tôt, bien que les Européens se soient démenés pour l'Afrique ou le continent
était divisée entre ces arrogants pays européens pensaient que l'Afrique était un territoire à prendre. Very, arrogant, European countries, and Leopold of Belgium, who thought that Africa is just there for their taking. Et vous constaterez que l'histoire de l'Amérique est similaire à celle de l'Afrique. Nous pourrons même parler de la Constitution des États-Unis et vous verrez selon la Constitution à l'époque que les Africains n'étaient pas considérés. Et vous verrez aussi que les Africains faisaient 3/5 de la population des États-Unis à l'époque. Et dans plusieurs États, la population africaine était plus grande que celle des Blancs. C'est donc pour cela qu'ils ont inclus les Africains dans la Constitution, parce que ce sont les Africains qui ont construit les États-Unis. Africans who built the U.S. were included in the Constitution. Oui, mais j'ai envie de vous relancer sur la question. Est-ce que ça n'a pas beaucoup évolué? Parce que vu de l'extérieur des États-Unis, Oui. avec l'accession d'Obama à la présidence des États-Unis, on s'est dit c'est un vieux débat. Le débat qui voudrait qu'il y ait une distinction entre les Afro-Américains et les autres est aujourd'hui dépassé. Si les États-Unis ont pu élire un président d'origine africaine, tout le monde pensait que ça avait changé totalement. Mais vous nous dites que non. Well, I think that this is important, and it gets back to Je pense que c'est très important et ça nous renvoie au conflit qu'il y a actuellement en Afrique ainsi que le désir des Afro-Américains de rentrer aux sources et de connaître leurs racines. long-standing feeling and the desire that many African Americans have had to come back to our roots. Ce dont nous parlons maintenant, c'est de la base de ces contrats sociaux. Et j'aimerais qu'on sache que les Africains descendants n'ont pas la même protection que les Blancs aux États-Unis. Ils ne sont pas traités de la même manière. Those people born in the U.S. and the state feel, and what bears out, I believe, in empirical evidence is that Il y a une certaine discrimination qui, ma foi, est le cœur de certains conflits aux États-Unis aujourd'hui. Sinon, nous ne serions pas les victimes de certaines violences. people of African descent have with the state. We don't have the same kind of protection. Otherwise, we would not be the victims of so many violences. On aura l'occasion de revenir. Je voudrais donner la parole aussi à Ingrid Lynch sur la question, mais qu'on revienne un peu de manière beaucoup plus actuelle, parce qu'on parle de cette hyperpuissance américaine, mais on oublie souvent de reconnaître que cette hyperpuissance présente quand même des failles. Ce n'est pas, c'est pas le paradis aux États-Unis. On voit bien que les inégalités sont criards. On voit aussi qu'il y a une très forte pauvreté, il y a un fort taux d'endettement. Alors, que représentent les États-Unis aujourd'hui sur la scène internationale? Est-ce encore l'hyperpuissance quand on voit qu'il y a des théories qui se développent pour parler plutôt d'une multipolarité du monde? Non, Jules, parler des